Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes, nouvel épisode pour la troisième phase de la troisième lune d'été nord, hiver sud. Et oui, du point de vue de la lune, c'est encore l'été jusqu'à la fin de cette lunaison, donc, puisque l'automne est déjà commencé du point de vue du soleil et de la Terre, donc, depuis le 23 septembre. Et donc, cette lunaison nous mène jusqu'au 14 octobre où, donc pour la première lune, la nouvelle lune, qui sera la première, qui ouvrira la première lune d'automne, nord, printemps, sud. Et donc, elle donne lieu à une éclipse de soleil, une éclipse annulaire qui sera visible aux États-Unis, en Amérique centrale et au Brésil et Colombie. Donc, la lune sera aussi donc à son nœud. euh, Ascendant ou descendant, on va voir que là, ce sera sûrement descendant, puisque là, elle passe à son ascendant cette semaine. Donc, on va voir les événements. Donc, c'est de la pleine lune au dernier quartier, pleine lune le 29 septembre. Donc, ce jour-là, nous verrons la lune se lever à peu près à l'opposé du soleil. On va voir les détails qu'on a déjà un peu vus la semaine dernière. Et elle culmine au milieu de la nuit et se couche quand le soleil se lève. Et ensuite, jour après jour, elle se lève de plus en plus tard en première moitié de nuit, et donc culmine de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et se couche dans la matinée. Vous pouvez la voir dans le ciel du matin. Elle se couche bien sûr de plus en plus tard. Donc quand la lune est visible le matin, c'est qu'elle est décroissante, il n'y a pas photo, c'est toujours comme ça. Donc, allons voir l'affiche, partageons l'écran et allons voir l'affiche résumée de la semaine. On ira sur Stellarium ensuite. Donc, fiche résumée de la semaine. Eh bien donc, troisième phase de la troisième lune d'été nord, hiver sud, de la pleine lune le 29 septembre à 11h57, 9h57 temps universel, au dernier quartier le 6 octobre, 15h47, 13h47, temps universel. C'est vendredi 29 septembre et vendredi 6 octobre. J'en profite tout de suite pour vous dire que nous donnerons rendez-vous. Je ne pourrai pas être disponible la semaine prochaine car je fais les vendanges. Donc, normalement, pas possible de caler l'enregistrement et la rencontre et l'enregistrement des vidéos. Donc, nous nous retrouverons en vidéo donc pour la période de la nouvelle lune. Néanmoins, l'article sera en ligne. Nous nous retrouverons donc très certainement soit le vendredi 13, soit le samedi 14 octobre pour l'enregistrement, toujours à 17h et 18h. Donc, désolé, je vais être obligé de sauter une semaine dans les vidéos, mais vous retrouverez tout de même cette fiche dans l'article. L'article sera en ligne et vous aurez la fiche résumée de la semaine suivante, donc, puisque là, nous sommes de la pleine lune au dernier quartier. Et donc, le dernier quartier qui advient vendredi 6 octobre à 15h47. Donc, au cours de cette semaine, la lune est dans le signe du bélier pour la pleine lune. Elle vient juste d'y arriver. La pleine lune a lieu dans 6e degré bélier pour la lune, balance pour le soleil. La lune est devant la constellation des poissons, le soleil celui de la Vierge. Et au dernier quartier, eh bien, la lune est dans le signe du cancer maintenant, 14e cancer, et le soleil toujours balance, 20 degrés par jour. La lune est alors devant la constellation des Gémeaux, soleil celui de la Vierge. Donc nous allons voir la lune de monter de plus haut, de plus en plus haut dans le ciel chaque jour, et donc être conjointe aux étoiles, aux Pléiades, à Aldébaran, très haut au-dessus d'Aldébaran, puis à Elnat, tout près d'Elnat. Et donc nous allons voir ça avec Stellarium. Elle est donc dans le signe du Bélier à partir du vendredi 29 à 2h17. Elle passe en déclinaison nord vendredi 29 à 9h10. Et c'est donc la pleine lune vendredi 29 à 11h57. Et puis ensuite, elle passe à son nœud ascendant, donc elle monte aussi en latitude. Elle monte donc en déclinaison ici, elle monte en latitude. Et elle passe son nœud ascendant samedi 30 à 18h47. Elle est alors dans le 25e degré du signe du Bélier. L'axe des nœuds est rétrograde, je vous le rappelle, donc il est en bélier
depuis quelques mois seulement, depuis le mois de juillet. Dimanche 1er octobre, la Lune entre dans le signe du Taureau à 3h18. Elle est conjointe à Jupiter lundi 2 octobre à 3h36, dans le 15e degré du signe du Taureau, devant la constellation du Bélier. Et le même jour, elle est conjointe à Uranus, donc le 2 octobre à 17h56, ce coup-ci à 23e Taureau, vous voyez, entre 3h36 et 17h56, la Lune a avancé de 8 degrés sur l'écliptique. Donc toujours devant la constellation du Bélier. Puis elle entre dans le signe des Gémeaux, donc elle monte, elle monte, elle monte dans le ciel à 7h03, mardi 3 octobre. Et dans la foulée, comme toujours, à notre époque, elle est conjointe aux Pléiades à 7h27, donc mardi 3, donc magnifique. Déjà, on va avoir Jupiter, Lune Jupiter, bien visible, à admirer à l'œil nu. On aura ensuite les Pléiades, la Lune conjointe Pléiade, donc fin de nuit du 2 au 3. Enfin, on peut la suivre, on peut les suivre pratiquement de leur lever jusqu'à la fin de la nuit où les Pléiades culminent et donc la Lune et les Pléiades seront très hauts dans le ciel. Et d'ailleurs, elle monte en déclinaison et sort des limites zodiacales nord, toujours mardi 3 à 9h04. Elle est conjointe à Aldébaran mercredi 4 à 1h20. Et là, par contre, Aldébaran est vachement en dessous, 9 degrés en dessous de la Lune, car la Lune monte toujours à chaque conjonction, elle est un peu plus haute en latitude et donc elle est de plus en plus loin de l'étoile. Elle est de plus en plus haute en latitude et en déclinaison par rapport à l'étoile. Donc Aldébaran marque de nos jours le 11e degré du signe des Gémeaux. Puis elle est conjointe à Elnat. Donc, faut que je branche mon ami pour sa petite alimentation. Une petite seconde, s'il vous plaît. Merci beaucoup de votre patience. Et voilà, bébé peut brouter. Alors, donc, je parlais de lune conjointe Elnat maintenant, donc l'étoile bêta du Taureau qui fait le lien avec la constellation du Cocher d'ailleurs, et qui est dans le prolongement des cornes du Taureau, celle du bas. Et donc, Elnat marque de nos jours le 23e degré du signe des Gémeaux, et là, la Lune est collée juste en dessous de l'étoile. L'étoile est c'est plus facile de voir la Lune d'abord et l'étoile après, parce que dans l'éclat de la Lune, c'est difficile. Néanmoins, en masquant la Lune avec le doigt, vous verrez l'étoile, juste à côté. La Lune entre ensuite dans le signe du Cancer jeudi 5 à 14h31. Elle atteint sa déclinaison maximale jeudi 5, toujours 5 octobre, à 22h30. Elle est 28 degrés 12 minutes au-dessus du plan équatorial. 5 degrés de plus que la déclinaison maximale qu'atteint le Soleil au solstice de juin. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va la voir passer maintenant devant la constellation du Cocher. Quand elle est devant les Gémeaux, elle est tellement haute qu'elle a fait un passage devant le Cocher. Et donc, on va la voir occulter une étoile de la constellation du Cocher cette semaine. Et donc, vendredi 6, c'est le dernier quartier de lune à 15h47. Donc, 14e degré du signe du Cancer pour la Lune, de la Balance pour le Soleil. Devant la constellation des Gémeaux se trouve la Lune et le Soleil, celle de la Vierge. Donc, on ne voit pas la Vierge dans le ciel. Et donc, au dernier quartier, la Lune se lève au milieu de la nuit, culmine au lever du Soleil et se couche aux alentours de midi. Voyons le reste des événements célestes, à part la Lune. Donc, Mercure qui fait le mouvement, n'est-ce pas? Mercure, samedi 30, entre dans le signe du Lion en héliocentrique. Dimanche 1er octobre, arrive devant la Vierge, évidemment en géocentrique, devant la constellation de la Vierge. Ça fait super longtemps qu'il était devant celle du Lion ou du Sextant, là, depuis le mois de juin, car elle a fait sa rétrogradation. Et maintenant, elle arrive devant la Vierge et elle traverse la Vierge et elle passe en Balance le 27 octobre, devant la Balance. Car quand elle arrive devant la Vierge, elle est dans le 24e degré du signe de la Vierge. Et d'ailleurs, elle va entrer dans le signe de la Balance. Voilà, nous y arrivons.
Tout d'abord, elle atteint sa latitude maximale en héliocentrique le 4 octobre à 1h03, donc toujours 7 degrés au-dessus du plan de l'écliptique. Ça, c'est la valeur de l'inclinaison de son orbite sur le plan de l'écliptique. Tandis que du point de vue de la Terre, elle est à sa latitude maximale mercredi 4 octobre aussi à 21h10. Et là, de vue de la Terre, elle ne se montre qu'à 1 degré 54 minutes au-dessus du plan écliptique. Et elle est dans le 28e degré du signe de la Vierge. Tandis que quand elle atteint sa latitude maximale en héliocentrique, elle est toujours dans le 19e degré du signe du Lion. De nos jours, il y a un petit décalage séculaire, effectivement, également. En géocentrique, elle peut être n'importe où. Ensuite, elle entre dans le signe de la Balance, donc Mercure toujours, jeudi 5 octobre à 2h08 et elle y reste jusqu'au 22 octobre où elle entrera dans le signe du Scorpion. Et puis en héliocentrique, elle rentre dans le signe de la Vierge vendredi 6 à 7h43. Donc elle passe cette période à peu près dans le signe du Lion. Voilà, et puis je crois que c'est tout. On n'a que la Lune et les Mercures qui font des frasques cette semaine. Donc à part ça, qu'a-t-on à voir maintenant que les jours sont plus courts que les nuits et de plus en plus courts, avec des nuits de plus en plus longues? Donc vous avez le tableau des heures de lever, culmination, coucher du Soleil et de la Lune, ainsi que les heures du crépuscule astronomique. Mais bien sûr, c'est pour ma localisation, donc il faut... vous pouvez consulter, il y a PGJ Astronomie ou l'IMCCE sur Internet qui ont des calculateurs pour chaque localisation. Vous avez les heures précises de vos levées, de coucher de soleil, de lever, coucher et lever, culmination et coucher du soleil et de la lune pour chez vous. Donc n'hésitez pas à aller chercher ça, il y a les liens dans l'article aussi. Donc, devant les constellations, elle passe de la constellation des Poissons à celle des Gémeaux en faisant un petit passage devant le cocher, là, Auriga, c'est le cocher. Donc, du 6 octobre 4h10 à 8, le 6 octobre de 8h10 à 4h27. Et elle en profite pour occulter une étoile de la constellation, donc du cocher. On peut observer la réapparition de l'étoile à 6h12, le 6 au matin. Donc, visibilité des planètes. Donc, Mars totalement invisible, de plus en plus près du Soleil. Elle va y être conjointe en octobre, fin octobre ou début novembre. En novembre. Oh, j'ai oublié. Neptune. Alors, ensuite, nous avons Saturne qui se lève maintenant avant le coucher du Soleil et culmine aux alentours de 23h30. Donc, bien remarquable, Saturne, devant le Verseau, au-dessus de l'étoile Faux-Maillot du Poisson austral, un peu à droite par rapport à l'étoile au-dessus. Ensuite, tout près, il y a Neptune, mais qu'il faut chercher au télescope. Bon, la Lune met du temps encore à disparaître du début de la nuit, donc il faut attendre un peu la fin de la semaine pour observer Neptune sans être gêné par l'éclat lunaire. Elle culmine aux alentours de 0h50. Jupiter, qui n'est pas encore passé à l'opposition, ce sera le 4 novembre, se lève aux alentours de 20h50 et culmine aux alentours de 3h50. Donc c'est la chose la plus brillante dans le ciel, hein, tant qu'il n'y a pas la Lune en ce moment, et que Vénus n'est pas levée. Alors Vénus se lève à 4h du matin, mais à minuit, ce qui brille le plus fort, c'est Jupiter. Et puis Uranus, juste tout près, qui se trouve même pile entre Jupiter et les Pléiades, et qui se lève vers 21h10 et culmine vers 4h25. Vénus, donc, est présente pendant près de 4 heures, près de 4 heures avant le Soleil. Elle se lève aux alentours de 4h05. Et Mercure, qui a été bien visible dans le ciel du matin depuis la mi-septembre, et encore, on peut encore la voir si on a un excellent horizon, puisqu'elle va se lever quand même de plus en plus tard, même si le soleil, lui, se lève de plus en plus tard aussi. Elle ne fait pas le poids. Par contre, comme elle remonte en latitude jusqu'à sa latitude maximale, le 4, et et que son éclat augmente, on peut trouver Mercure encore dans le ciel durant cette semaine. Petite planète à l'opposition, Lune conjoint Vesta le 5 octobre, les phénomènes des satellites de Jupiter,
Et puis, les étoiles filantes. Alors, en fin de nuit, toute fin de nuit, en dessous du Lion, il peut y avoir les sextantides diurnes qui de l'autre côté, du côté du nord, il y a les caméloparladides d'octobre, ça sort de la Girafe et donc ils sont aussi à leur maximum le 6. Les taurides sud qui durent, de 9 septembre au 21 novembre, plein ça fait des étoiles filantes là qui sortent des du Taureau à peu près. Les Orionides qui durent que du 1er octobre au 8 novembre et des Draconides qui durent pas longtemps, du 5 au 10 octobre. Donc voilà, maximum le 9 octobre. Et puis, vous avez donc position héliocentrique, on en reparlera. Là, point de vue du Soleil, le 29 septembre, point de vue du Soleil, le 6 octobre, vue du dessus, vue par la tranche. Donc, dernier détail, Mercure, fin de boucle de rétrogradation le 30 septembre, donc 22e Vierge, c'est à ce degré qu'elle avait entamé sa rétrogradation, je crois que c'était le 25 août, 25 août, 15 octobre, 15 septembre, pardon. Le 1er octobre, début de la 2276e rotation synodique du Soleil, c'est pour compter les rotations du Soleil. Et puis, comme tous les ans, le 5 octobre, la distance Terre-Soleil qui varie, vous savez, de son périhélie début janvier à son aphélie début juillet, et bien donc en avril et en octobre, le 5 en général, elle est à sa moyenne, et donc à la distance Terre-Soleil, à l'unité astronomique précisément. Voilà. Alors maintenant, sautons sur Stellarium et revenons dans la nuit du 29 au 30, là, on a fait la nuit du 28 au 29 avec notre pleine lune dans le numéro précédent. Donc le 29 au soir, enfin je veux bien revoir le 28 quand même. Allez, le 28 avec vous. Donc au coucher à 20h, soleil couche, tout juste couché. Non, même elle se lève avant le coucher du soleil, n'est-ce pas? Il se couche à 19h38, 20h donc. Et la lune se lève à 19h28. Non, la lune se lève le 28, 10 minutes avant le soleil. Alors, on va la grossir. Elle est toute ronde. Elle est donc devant la constellation des Poissons, conjointe à Neptune, car Neptune se trouve juste par là. Donc, au cours de la nuit, elle va grimper dans le ciel. Je sais pas si on va voir. Neptune, vaut mieux que je la cherche parce que Stellarium comprend l'éclat lunaire, donc il ne met pas Neptune. Vous voyez, elle est juste la nuit du 28 au 29, la Lune est juste en dessous de Neptune, ou Neptune est juste au-dessus de la Lune. Donc voilà. Et puis nous passons les heures et elle se couche donc à peu près au lever du soleil. Et le lendemain, donc je passe le jour, la Lune fait le tour, elle passe dessous. Et le lendemain, donc 20h, la Lune se lève tout juste. Donc à partir de la pleine Lune, elle devient gibbeuse décroissante, donc de toute ronde à quartier, n'est-ce pas? Et donc là, voilà, le 29 au soir, aux alentours de 20h. Donc vous voyez, hier, elle était, le 28, elle est là, le 29, elle est là. À partir de là, elle traverse la nuit, tchouk, tchouk, devant la constellation des Poissons. Et elle va se coucher bien après le lever, 1 heure à peu près après le lever du soleil, et puis chaque jour, elle va se coucher plus tard. Donc vous la voyez en fin de nuit et dans la matinée. On va voir tout ce qu'elle accompagne. On va voir un peu d'abord peut-être les planètes du soir. Maintenant, du côté de l'ouest, qu'est-ce qu'on a le soir? Le soleil se couche donc avant 20h pour chez moi. Je réduis un petit peu, hein. Alors, le soir, nous avons 21h, il est déjà. Allez, à 20h. Non, 20h, il fait encore. C'est quand même encore le crépuscule. 21h, Arcturus du Bouvier se couche. Donc, on se tourne vers l'ours, car Arcturus se trouve dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours. Donc, nous avons ici notre casserole qui est au nord-ouest et qui descend. Elle va raser
le sol quand elle passe au nord, puis ensuite elle remonte très haut encore, au nord, il y a le dragon et Vega de la lyre, pas loin, et Deneb du cygne, voilà. Le zénith est entre les deux et le cygne passe, c'est l'étoile Fawaris du cygne, la tête, dans la tête du cygne, si vous voulez, qui passe au zénith chez nous, enfin pour ma latitude. Après, chacun selon sa latitude, on a des étoiles qui nous passent au zénith. C'est une petite recherche amusante, intéressante à faire. Sachant que chaque étoile a ses caractéristiques astrophysiques uniques et que ce qu'en disent les anciens sur ces étoiles rejoint ce que décrivent les caractéristiques physiques qu'on s'est trouvé décrire aujourd'hui de ces étoiles. Donc, tournons-nous maintenant vers l'Est. Du côté de l'Est, ben, là, c'est le 30. Donc, la Lune se lève, elle est devant la constellation des Poissons et Jupiter se lève, vous voyez, à 21h. Donc, nous avons déjà en début de nuit au sud-est Saturne qui est déjà haute et puis Jupiter qui se lève. Donc, ça mérite de prendre une heure de plus du côté de l'Est. Donc, on va revenir sur la Lune. Donc, à côté de Jupiter, il y a Uranus. Ici, ce sont les Pléiades. Alors, je vous montre comment on y est. Donc, ici, les Pléiades et Uranus, en fait, est pile entre les deux, là. Donc, évidemment, pas chercher à son lever, mais un peu plus tard dans la nuit, voilà, vers 1h du mat, par exemple, là, c'est top. Et avec des jumelles, vous voyez, Uranus, elle est rétrograde, mais bon, elle rétrograde pas vite, jusqu'au 4 janvier, je crois. Et donc, vraiment, on repère Jupiter, on repère les Pléiades. Ici, il y a Aldébaran, justement. Et donc, entre les deux, là, entre Jupiter et les Pléiades, eh bien, nous avons la planète Uranus qu'il faut chercher aux jumelles. À droite, l'étoile Menkar de la baleine. Ici, les Pléiades. Et donc, ici, Jupiter. Et donc, Aldébaran, alors, la Lune, on va se remettre sur la Lune, on va la suivre. La nuit suivante, la Lune, nuit du 1 au 2 octobre, est conjointe à Jupiter. Ça se voit bien, la Lune est au-dessus de Jupiter. Et donc, dans la foulée, elle est conjointe à Uranus. Le lendemain, nuit du 2 au 3 octobre, donc elle est passée, Uranus est ici, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on est dans l'éclat lunaire, même si la Lune diminue, vous voyez, elle est gibbeuse, décroissante, et elle est là, pile entre les Pléiades et Uranus, pratiquement. La nuit du 2 au 3 à 1h. Et elle est conjointe à Aldébaran, mais très au-dessus. Attendez, je vais démarrer. Très au-dessus de l'étoile. On continue, nous passons au 4, la nuit du 3 au 4. 3 au 4, donc elle est passée au-dessus d'Aldébaran, et nuit du 4 au 5, elle passe juste en dessous Elnat, du cocher, ou enfin du taureau, bêta taureau, c'est Elnat, et c'est aussi une étoile qui forme le dessin du cocher, l'étoile principale, c'est Capella. Et alors, c'est là que elle va occulter une étoile, ça vaut le coup, de la constellation du cocher, vous voyez, parce qu'elle sort de plus en plus des limites zodiacales. Donc, elle fréquente des zones que le Soleil, des constellations que le Soleil ne fréquente pas, comme cet été, elle est passée devant, ça c'était Mercure, mais elle passe, quand elle est dans ses bas, elle passe devant le sextant, quand elle est dans ses hauts, elle passe devant le cocher, par exemple, ou Orion. Et donc, là, voilà, la nuit du 4 au 5, juste en dessous de l'étoile Elnat du taureau. Et puis, nous allons la suivre encore jusqu'à la nuit du 5 au 6. Elle arrive devant les Gémeaux. Et la nuit du 6 au 7 va être conjointe à Pollux à peu près. Voilà. Donc, au milieu de la nuit, le milieu de la nuit est à 1h39 pour ma localisation. L'équation de temps va vers son second minimum négatif de l'année qu'elle atteindra début novembre. Et du coup, le jour se décale de plus en plus vers le matin, même s'il diminue. Donc les jours diminuent davantage le soir que le matin.
Et le milieu de la nuit, du jour, c'est 1h39, de la nuit, c'est 13h39, et le midi, et 1h39, la nuit. Donc, au milieu de la nuit, eh bien voilà, au milieu de la nuit, nous voyons à l'est se lever Orion, et donc Capella très brillante du cocher et Aldébaran, et Jupiter qui crache de tous ses feux au-dessus, et Persée là-haut, sous les étoiles du Bélier. Si on se tourne vers le sud, eh bien, donc Jupiter est au sud-est. Si on se tourne vers le sud, on a Divda de la baleine qui culmine à ce moment-là. Et au-dessus, on voit bien le grand carré de Pégase et Andromède. Et puis, si on se tourne un peu plus vers l'ouest, alors on voit Fomaio du poisson austral qui va se coucher au milieu de la nuit et Saturne qui est bien sur le couchant au sud-ouest. Et puis, si on se tourne vers l'ouest, au milieu de la nuit, eh bien, il y a Altaïr de l'Aigle, donc, qui se couche avec le grand triangle de l'été, Vega, très brillante, et Deneb. Et du coup, au nord, il y a la Grande Ourse, au nord, et Léonore, l'étoile polaire. Et donc, la petite casserole est complètement suspendue à sa queue, le dragon pique du nez, et la Grande Ourse remonte son museau, elle est passée au ras, elle est passée au ras de l'horizon nord, et elle remonte. Et puis, donc, ben voilà, vers l'est, on voit Capella. Et donc, voyons ceux qui se lèvent en fin de nuit. Donc, nous avons dit, se lèvent au milieu de la nuit les Gémeaux et Orion, et Capella, le cocher. Et d'heure en heure, alors, 1h39, 2h39, apparaît Procyon du petit chien. 3h39, apparaît Sirius du grand chien, la plus brillante étoile du ciel, en dessous des mages d'Orion, d'Aldébaran et des Pléiades, voyez. Pléiades, Aldébaran, Mage d'Orion, Sirius, l'alignement le plus très remarquable et lumineux. Donc 4h39, le Vénus est levé. Elle est à côté de Régulus du Lion. Vous voyez, le Lion se lève et Vénus est juste à côté de Régulus. Elle va y être conjointe très bientôt. 5h39, il fait toujours pas nuit, pas jour. Hein. Donc Vénus s'élève à côté de Régulus et du Lion. Ça, c'est les sextantides diurnes, vous voyez, ça, on peut les voir en fin de nuit. Et à cette heure-là, il fait quand même. Alors, on va chercher Mercure. Il faut attendre presque 7 heures, mais Mercure est pratiquement. Ah non, pas le 7. Je suis allé jusqu'au 7, c'est trop tard. Le 5, vous voyez, le 6 à 7 heures, juste avant 7 heures, Mercure se lève chez moi. Donc, si vous avez un horizon absolument parfait, un peu surélevé, vous avez peut-être une chance. Voilà. Plus vous attendez dans la semaine, plus c'est difficile quand même, bien que son éclat augmente un petit peu. Elle est magnitude moins 1,2 et qu'elle est à sa latitude maximale nord. Voilà, ben, je crois que j'ai fait avec vous le tour des événements célestes de cette semaine. Alors, je vous fais un petit résumé pour la semaine prochaine parce que j'y serai pas, donc comme je viens de vous l'annoncer. Le 7, la Lune sera conjointe à Pollux. Elle arrivera, elle à sa latitude maximale. Elle passera devant la constellation du Cancer. Le 8, elle rentrera dans les limites zodiacales nord, donc elle va redescendre, bien sûr, en déclinaison. Elle sera conjointe à l'amas de la Crèche. Elle arrivera devant la constellation du Lion le 9 à 12 heures. Elle sera à l'apogée le 10, conjointe à Vénus le 10 également, et à Régulus le 10 également, donc le 10 octobre, la Lune à l'apogée, conjointe à Vénus et Régulus, puisque Vénus, on a vu, est conjointe tout près de Régulus. Elle arrivera devant la constellation de la Vierge le 12 octobre. Ce sera le dernier croissant le 13 octobre au matin. Et elle sera conjointe à Mercure le 14 octobre 9 heures avant la nouvelle lune qui donne lieu à une éclipse annulaire de soleil, donc visible aux USA, en Amérique centrale, au Brésil et en Colombie. Et à part ça, du point de vue planétaire, nous aurons donc Mercure qui passe en déclinaison sud, Vénus qui achève sa boucle de rétrogradation le 7,
Nous aurons également Vénus qui entrera dans le signe de la Vierge le 9 et qui sera conjointe à Uranus en héliocentrique ce même jour et conjointe à Régulus là dans géocentrique aussi ce même jour. Grand jour pour Vénus le 9 octobre. Et le 10, c'est Pluton qui reprend son mouvement direct. Et autre événement, le 10, c'est le 11 dans le plan écliptique, le 10 dans le plan équatorial, le 11 dans le plan écliptique. Le 12, et qui est Pluton qui sera aussi à sa déclinaison. Pardon. Minimale, le 11 et le 12 octobre. Mars entrera dans le signe du Scorpion. Le 13 octobre, Mercure entrera dans le signe de la Balance en héliocentrique. Et voilà, on se retrouve au 14 octobre avec l'éclipse, la nouvelle lune, éclipse annulaire de soleil. Je vous donnerai donc rendez-vous le 12 ou le 13 pour le prochain enregistrement. Un petit spot sur les nouvelles avec quelques images. Ah bah oui, je vais vous partager quand même quelques images. Où c'est que j'ai mis mes images? Bah non, c'est pas là. Alors, partager ici. Et voilà ce que j'ai trouvé pour vous. Ça fait donc du haut de galaxies capturées par Hubble en 2011, une interaction entre galaxies. C'est pour fêter le 21e anniversaire du télescope spatial Hubble le 21 septembre. Cette photo prise en 2011 a été republiée. Donc la voilà à nouveau. Alors ça, c'est avec l'atlas virtuel de la Lune que je fais ces photos. C'est le jour le 4 octobre à 0 heure. Donc ce jour-là, la Lune atteint sa libration maximale en longitude. Et donc on voit le Soleil qui se couche sur la Lune, puisque la Lune est décroissante. Donc l'ombre vient de là et elle gagne de plus en plus. Et donc on peut voir bien repérer le cratère Posidonius, la mer de la Sérénité, et le cratère Posidonius qui sont bien mis en relief, bien mis en valeur par les rayons du soleil couchant. La comète Hartley, Hartley, je sais plus combien, eh bien, est pas visible à l'œil nu, mais facile à trouver. Elle va atteindre une magnitude 7, facile à trouver, donc avec un instrument, surtout qu'elle est, voyez, le 23 septembre, elle est en dessous de Capella, elle est devant le cocher, et voilà sa trajectoire. Donc on est invité à la suivre et à la mesurer. Les astronomes amateurs, il y a une fiche tech fournie par l'Association française d'astronomie. C'est pas si difficile que ça. On peut mesurer son éclat visuellement à l'oculaire d'un télescope. Voilà ce qu'il nous propose. C'est toujours une expérience très intéressante. Ici, une vue de James Webb Telescope, là, sur Neptune, hein, une vue la plus détaillée que jamais, sur Neptune et Triton, et puis les nuages faibles, les anneaux faibles et les satellites faibles. Voilà une belle image de Neptune. Et puis, bah, c'est en Bretagne, alors c'est où? Saint-Renan, une fête de la science sur le thème de l'espace. Donc j'ai reçu ça sur la boîte mail, je partage. Si jamais vous êtes en Bretagne, et ben, vous avez l'opportunité d'aller suivre ce séminaire. C'est le 6, 7 et 8 octobre. 7 et 8 octobre. Voilà, les amis, je reviens vers nous. Je vais vous donner les dernières news pour lesquelles je n'ai pas fait d'image, encore peut-être. Vous trouverez ça sur l'article quand il sera en ligne, c'est-à-dire au plus tard demain. Enfin, demain, une fois que la vidéo sera publiée. Alors, mais ce sera donc aujourd'hui le 28, demain le 29. Alors, les nouvelles quand même intéressantes au sujet de la Lune. La NASA ouvre son premier échantillon lunaire intact depuis Apollo car en fait, les missions Apollo 15 et Apollo 17 avaient rapporté des échantillons de matière lunaire, mais la NASA les a conservés de manière, n'y a pas touché, en se disant que plus tard, on aurait des instruments plus sophistiqués pour mieux les analyser, donc ils ont gardé des échantillons intacts. Et c'est le premier que la NASA ouvre, et on va faire la même technique pour
reste, enfin pour, ce qu'a rapporté, la sonde Osiris-Rex là, qui a bien atterri dans l'Utah finalement, aux États-Unis et qui a surpris tout le monde parce que c'est il y a une grosse poussière noire qu'on est sorti du truc. Mais c'est vrai que cette petite sonde donc avait eu de la peine à fermer sa valise, hein, son coffre qui contenait les échantillons qu'elle avait récoltés. Il voulait pas se fermer. Il y a de la matière qui s'est échappée au départ de l'astéroïde Bennu sur lequel elle a collecté et donc c'était en 2020 et donc maintenant qu'on ouvre la boîte à trésors, ben, il y a plein de poussière noire alors voilà, mais on va garder une partie du contenu pour l'analyser plus tard. Pareil, donc je reviens sur la Lune. Donc on va avoir peut-être des surprises en analysant ces échantillons lunaires des missions Apollo 15 et Apollo 17. Aussi, bientôt un radiotélescope sur la face cachée de la Lune pour sonder l'âge des ténèbres, donc en infrarouge, en ondes radio, pardon. Et il y a un article sur l'irritation des bronches développées par les astronautes qui ont marché sur la Lune à cause des poussières très très fines qui se sont infiltrées en fait par tous les interstices, fut-il aussi bien calfeutrés que l'étaient ceux de leur combinaison. Ça leur fait une maladie comme ceux des travailleurs dans la poussière de silice, voilà, silicate. Mars, bah, il y a un article sur un article dans la Chronique des planètes sur l'alternance des périodes sèches et humides sur Mars, suite à la convergence de toutes les études et missions. Autre nouvelle à propos des Starlink de SpaceX, 212 satellites Starlink de SpaceX volatilisés. Et donc, en fait, ben, Starlink SpaceX s'en vante pas trop fort, mais enfin, ça se sait quand même. Et ça peut être aussi bien ben, l'activité solaire. Enfin bon, voilà, il y a plusieurs hypothèses. Vous pourrez aller lire l'article. Et pour SpaceX toujours, le Falcon Heavy se prépare pour sa première mission interplanétaire avec la mission Psyché qu'il va lancer le 5 octobre depuis la Floride. Donc je vous invite à suivre les articles. Donc l'échantillon de l'astéroïde Bennu, je viens de vous en parler. Il y a aussi au niveau de l'ISS, la Station spatiale internationale, le vaisseau spatial habité Soyouz MS-23 qui revient sur Terre avec 3 cosmonautes, en fait 2 Russes de Roscosmos et un Américain de la NASA. Lequel américain sera l'Américain à avoir fait le plus long séjour dans l'espace. Et en fait, tout parce que tous les 3, ils sont arrivés, bah, il y a un peu plus d'un an dans la station spatiale et puis, il y a eu, des incidents en décembre 2022 sur le vaisseau qui devait s'amarrer pour les ramener. En gros, hein, je résume et donc, leur mission a été prolongée de 6 mois. Donc ça y est, ils sont rentrés et vous avez une excellente vidéo de un très bon youtubeur, Ufotinique, qui relate tout très précisément sur cette mission. Il fait tous les lancements et atterrissages en direct sur sa chaîne YouTube. C'est excellent, je vous invite vraiment à y aller. Et voilà, j'ai pas forcément tout fait, mais nous avons terminé. Je reviens vers vous. Il y a toujours des nouvelles qui m'échappent, hein, mais on en commentera peut-être d'autres dans les commentaires astrologiques. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine et double semaine. Donc, on pourra se donner rendez-vous seulement que le 12 ou le 13 octobre. Je vous confirmerai ça par mail. Donc, si vous voulez être informé de la date des enregistrements en direct, inscrivez-vous. Le lien est dans les commentaires sous la vidéo, dans la description sous la vidéo. Merci pour vos pouces. Abonnez-vous, n'hésitez pas, c'est formidable pour la chaîne. Si vous voulez bien me soutenir avec un petit tip, ne serait-ce que d'1 euro, vous me ferez un coussin d'un confort inouï. Des fois, voilà, merci. Et je vous dis donc, je vous souhaite surtout de très bien vous porter, d'abord une très belle pleine lune du 29 septembre, la pleine lune des récoltes, puisque c'est la plus proche de l'équinoxe, et une excellente semaine, que tout
taille bien pour vous. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt les amis.